Ceci est le résumé d'un rêve né en moi il y a quelques années. Mon amour pour les Pyrénées et pour la moto devait se joindre. Après des aventures moto plus belles les unes que les autres, il était temps pour moi de concrétiser ce rêve. Effectuer la traversée des Pyrénées d'ouest en est par la route des cols. 2200 km, dont 1400 en route de montagne. Pas loin de 30 cols grimpés, 6 départements et 2 pays traversés. Un besoin de rompre avec le confort, la routine, fuir l'agitation du quotidien, se retrouver seul et vivre les choses pour soi. Me voilà lancée. Nous sommes au petit matin du 10 juillet. Le réveil est réglé pour sonner à 6h30, mais j'ai les yeux ouverts depuis 5 heures. Un mélange d'excitation et d'appréhension ont agité ma nuit. La moto est chargée depuis hier soir, avec tout le matériel nécessaire, et beaucoup de « au cas où » qui pourraient me servir durant cette semaine. Après avoir avalé un petit déjeuner et quelques cafés, je charge dans les valises les dernières petites bricoles manquantes et j'enfourche la moto. Il est 8h15 et pour l'instant le timing est bien tenu. Les sentiments s'entremêlent. Ce voyage tant attendu est enfin là. Je le touche du doigt. Quoi qu'il se passe à partir de maintenant, je serai seule face à moi-même avec mes doutes, mes craintes, et bien sûr mon excitation et ma joie de faire ce périple. Au programme aujourd'hui, 410 km de départemental pour descendre jusqu'à Saint-Pé-sur-Nivelle dans le Pays Basque. Je prends un petit bout d'autoroute jusqu'à Saint-André-de-Cubzac où je ferai mon premier arrêt pour acheter un autre au cas où, non négligeable, une bombe anti-crevaison. Je vous avoue qu'au moment de l'acheter, j'espère quand même ne pas avoir à m'en servir. Je reprends la route et entame la traversée des Landes. C'est beau les Landes, c'est chouette, mais c'est long et c'est très linéaire. Un premier petit grain de sable vient entacher la matinée. Le GPS fait des siennes et crache tous les 800 mètres. Au bout d'une dizaine de crashs, je commence à sérieusement m'inquiéter pour la suite. Gérer le redémarrage du GPS sur une ligne droite, ça va. Mais sur les cols de montagne, ce sera une autre affaire. Je fais une pause café et redémarre le téléphone, bidouille quelques paramètres pour trouver l'origine du problème. Finalement, il n'y aura plus de crash jusqu'à la fin de la journée. Je suis plutôt rassurée. Il est midi et la température commence à sérieusement monter. Je décide de faire un nouvel arrêt pour enlever la doublure bien supportée jusque-là. Je me trouve à un petit chemin pour m'installer et grignoter un sandwich. Mais à l'arrêt, il fait très chaud, alors je ne m'attarde pas. Et puis, il me reste encore quelques kilomètres avant d'arriver. Je referme mes valises et je file. Je continue à rouler sur cette route droite et interminable bordée de forêts de pins. Et puis, doucement, le relief se dessine. Les virages commencent à apparaître. Les pins se transforment en vallées verdoyantes. Les villages traversés sont ornés de maisons blanches aux volets rouges et de croix basques. Je m'approche du but. Pour cette première nuit, j'ai prévu un camping sur les hauteurs de Saint-Pé-sur-Nivelle, en contrebas du train de la Rune qui sera mon point de départ de cette traversée demain. Il est 15h. Je prends le temps d'installer mes affaires et ma tente tranquillement. Pour l'instant, le camping est vide de vie. Les gens rentreront plus tard dans la soirée de leur journée de randonnée. Je profite du temps qui m'est offert pour checker le roadbook prévu pour le lendemain. Quelques 380 km de route sinueuse. Je n'ai aucune idée du temps qu'il me faudra pour les faire. Et je commence même à me demander si je n'ai pas surestimé le nombre de kilomètres par jour. Mais de toute façon, maintenant, il est trop tard pour faire marche arrière et changer les trains. Par prudence, je décide donc de partir le plus tôt possible. De toute façon, je sais que la nuit va être courte, étant donné l'agitation qui me tient. Je me glisse dans mon duvet en pensant à ce qui peut m'attendre demain. Mais à ce moment-là, je n'ai aucune idée de l'ampleur des choses que je vais vivre sur les 4 prochains jours. Nous sommes le 11 juillet. Il est 5h et comme je m'y attendais, la nuit a été courte. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Il faisait très chaud et j'ai dormi en pointillé. Mais l'impatience de prendre la route est telle que je ne ressens pas la fatigue. J'essaye de rester encore un peu dans le duvet, mais je ne tiens plus. Il est 5h30 et je finis par sortir de ma tente. Je mets de l'eau à chauffer pour le café
Et pendant que ça chauffe, je commence à plier mes affaires et à recharger la moto en essayant de faire le moins de bruit possible pour ne pas réveiller mes voisins. Il est 7 heures et tout est prêt. C'est ici, maintenant, que l'aventure commence réellement. Je rejoins donc le bas de mon premier col, le col de Saint-Ignace. Arrivé à destination, je lance l'application GPS et je m'engage sur 380 km de route, direction La Mongie. Ouais, enfin ça, c'était sans compter sur le GPS qui allait se remettre à cracher au bout de 800 mètres. La manip d'hier ayant parfaitement fonctionné, je la réitère et repars totalement confiante. Mais 800 mètres plus loin, c'est de nouveau le crash. Ok, donc là, il va falloir trouver un plan B, parce que sans trace, c'est tout le voyage qui est compromis. Autant vous dire que là, je suis en prise d'un grand moment de stress. J'ouvre une seconde application et je croise les doigts pour qu'elle fasse l'affaire. Je repars donc avec mon plan B sous les yeux. Les kilomètres s'écoulent. Je réfléchis à ce qui peut faire cracher le GPS et comment je peux résoudre le problème. Je m'arrête à plusieurs reprises pour essayer des manips, mais rien à faire. J'enchaîne les crashs. Clairement, ce contretemps a un peu miné mes premières heures de voyage. Finalement, je reste sur mon plan B qui fonctionne plutôt bien et qui me fera rapidement oublier ce premier aléa. Les premières parties de la trace ne sont que des routes à chèvres. Alors en soi, ce genre de route, ça ne me dérange pas. Mais je me dis que quand même, 380 km de route comme ça risque d'être super long. Je rencontre quelques troupeaux de brebis, de vaches, au détour d'un virage. La vigilance est de mise. Mais je m'acclimate doucement aux routes sinueuses que je n'avais plus pratiquées depuis quelque temps. J'arrive en Espagne. Les routes deviennent plus larges, plus roulantes. Je sens ma conduite se fluidifier. Le plaisir indescriptible de rouler font disparaître mes craintes au fur et à mesure. La météo est avec moi. Il fait bon, même si je supporte encore ma doublure. J'arrive en haut d'un col et pour la première fois de ce périple, la vue me laisse sans voix. C'est exactement pour ça que je suis venue, pour vivre ces moments, admirer ces paysages grandioses. Je me sens toute petite face à l'immensité du décor. Je surplombe la vallée avec des montagnes à perte de vue. Rien d'autre. Si, le silence. Je profite de ces quelques secondes de bonheur et continue ma route car je suis attendue par un ami à Larens pour une petite pause café. Et n'ayant toujours pas estimé le temps que me prendrait cette traversée, je limite les pauses pour l'instant. De toute façon, pour le peu de pauses que je me suis octroyé, je me suis fait attaquer par de petits insectes volants non identifiés qui m'ont fait rapidement quitter les lieux. Les cols s'enchaînent, pas moins de 8 cols sur cette matinée. Je quitte l'Espagne et change de département par la même occasion. Je laisse derrière moi les Pyrénées-Atlantiques et rejoins les Hautes-Pyrénées. Le décor change radicalement. Les vallons verdoyants laissent place à d'immenses roches abruptes et à des falaises tranchantes. Ce sont les Pyrénées que j'aime. J'admire une nouvelle fois cette immensité qui prend une toute autre dimension depuis la selle de ma moto. Finalement, j'arrive à Larens vers 13h. Il me reste environ 150 km et je suis déjà un peu plus confiante en termes de timing. Alors, à la place du café, on prend le temps de partager un repas, histoire de faire une bonne petite pause pour me requinquer. À 14h, je me rééquipe et je continue. Mon GPS plan B fait toujours le job à merveille. D'ailleurs, je finirai la journée avec. Encore quelques cols traversés, notamment les cols d'Aubisque et de Soulor, qui resteront parmi les plus beaux cols franchis sur ce périple. Au fur et à mesure que je m'enfonce dans le département, les sommets s'imposent un peu plus. Je regarde les montagnes à l'horizon, avec le rêve de les traverser les unes après les autres. Dernier col de la journée, le Tourmalet. Pour le connaître par cœur, je sais que j'ai 50% de chance de le traverser dans les nuages, même s'il fait très beau dans la vallée. Mais les planètes semblent alignées, pas l'ombre d'un nuage. À part peut-être un camping-car qui craint de casser sa vaisselle dans chaque virage,
mais dont j'arriverai à me débarrasser assez rapidement. Je grimpe le col avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il faut dire que je l'ai tellement attendu celui-là. Arrivé en haut, il y a foule. Beaucoup de cyclistes, évidemment. À une semaine du Tour de France, il fallait s'en douter. Alors je fais une photo pour le souvenir et je repars illico presto prendre possession de mon Airbnb pour la nuit. Il est un peu plus de 16 heures. La journée s'achève avec 380 km, 7 heures sur la moto et 11 cols traversés. Je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir prendre une douche. Mais malheureusement pour moi, le précédent locataire a eu la bonne idée de couper le chauffe-eau. Résultat, je me retrouve sans eau chaude. Alors là aussi, on passera au plan B en faisant bouillir de l'eau et en se rinçant dans le fond de la baignoire. J'aurai de l'eau chaude vers 22 heures, juste à temps pour faire la vaisselle avant d'aller se coucher. D'ailleurs, en parlant de plan B, je me penche sur mon problème de GPS. Je désinstalle, réinstalle l'application, je retélécharge les traces. Ça ne semble pas cracher. Alors je croise les doigts pour le reste de mon périple. Il est temps d'éteindre les lumières et de se reposer pour attaquer la journée qui m'attend demain. Nous sommes le 12 juillet. Une nouvelle fois, je suis réveillée très tôt. J'entame ma petite routine matinale de chargement de moto. Sauf que là, je suis au 4e étage sans ascenseur et que ça fait un paquet de marches pour tout descendre. Je ne le sais pas encore, mais c'est l'échauffement. Le ciel est complètement bouché. Il ne fait pas froid. Ou alors c'est les 3 allers-retours au 4e étage qui me donnent cette impression. En revanche, c'est très humide. Je suis en plein brouillard. Je mets tout de même à portée de main ma veste de pluie dans le cas où cela devienne trop critique lors de mon avancée. Aujourd'hui, je relie Ax-les-Thermes par les Pyrénées espagnoles. 350 km de prévu. On s'occupera du côté français sur le retour. Je sais maintenant que ça passera sans problème sur la journée, même en m'offrant quelques pauses. Je lance le GPS, enfin celui du plan A, et je commence la descente. Bon, 800 mètres viennent de s'écouler et devinez quoi ? Oui, le GPS a encore craché. Alors je me prends plus la tête, je passe au GPS plan B et je finirai le périple avec le plan B. Arrivé en bas du col, la trace me fait prendre une nouvelle fois une petite route à chèvres. Compte tenu du début de la journée d'hier, je ne suis pas trop inquiète et je la suis sans hésitation. Je passe un petit pont et je comprends à ce moment-là que je viens de m'engager sur un petit bout de trace off-road. 2 options s'offrent à moi. Tenter un demi-tour au risque de me mettre en difficulté avec la rivière en contrebas ou m'engager sur la trace, qui semble très roulante ceci dit, mais sans savoir sur combien de kilomètres et ce qu'elle me réserve au prochain virage. L'ambiance est digne d'un décor de film. Je suis en plein milieu d'une forêt nappée de brume qui lui donne une allure mystérieuse, terrifiante, autant qu'apaisante. Je me lance et traverse la trace sur une petite dizaine de kilomètres. Aucune difficulté notable finalement, mais l'aspect inattendu de cette partie a entamé ma jauge de stress pour la journée. Je récupère la route. Le brouillard ne se lève pas et me tiendra sur les 100 premiers kilomètres de la trace. Au-delà du fait que je ne profite d'aucun panorama, l'attention particulière que demande la conduite dans ce genre de météo continue de mettre mes nerfs à l'épreuve. Mais il m'en faudra plus pour m'avouer vaincue. Je reste persuadée qu'une fois passé côté espagnol, la météo reviendra en ma faveur et me permettra de profiter du reste de la journée. Je fais ma première pause à Bagnères de Luchon, où le temps devient enfin plus clément et me redonne du baume au moral. Je ne suis plus qu'à quelques kilomètres de la frontière espagnole. L'Espagne, c'est quand même un sacré défi, car en réalité, je ne parle pas un seul mot d'espagnol. Alors, je n'envisage même pas de devoir me retrouver en difficulté là-bas. Mon ancre à avaler, je continue mon chemin. Les routes sinueuses et larges qui s'offrent à moi me permettent d'évacuer toute cette frustration contenue sur les premiers kilomètres. Le plaisir est décuplé. Les paysages sont encore différents de ceux traversés hier. Je traverse des forêts et je m'enivre des odeurs de sapin. Les virages en épingle sont immenses, interminables. Je savoure chacun d'entre eux. Je traverse Viella, Bagergue, qui ravivent en moi de mauvais souvenirs, mais qui me permettent aussi de boucler la boucle sur cette année écoulée.
et de pouvoir laisser tout ça derrière moi maintenant. L'Espagne a elle aussi tant à offrir en paysage, en panorama. Je décide de m'arrêter manger en haut du col del Panto, qui surplombe plusieurs parcs nationaux espagnols. Je ne me lasse pas. Ce silence, toujours, et cette sérénité qu'il procure. Je remonte par l'Andorre et repasse la frontière. Pour cette nuit, ce sera un arrêt en camping, avec le grand luxe d'une douche chaude. Je fais un check-up de la moto et je constate qu'une patte du sabot moteur s'est cassée. À part le fait qu'il soit très bruyant, le sabot tient en place. Je ne m'inquiète pas. Cette journée a été la plus éprouvante nerveusement. Et avec ses 350 km et pas loin de 7 heures de roulage, je ne demande pas mon reste. Il est 19h30 et je m'endors. Nous sommes le 13 juillet, 4e jour de l'aventure. Il est 4h30. J'ai dormi comme un loir. Une nuit complète de 9 heures. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et surtout en tente. Même rituel, petit café, pliage des affaires dans le calme, et je prends la route pour 340 km direction Céré, qui sera mon point le plus à l'est de mon périple. Ce sont les Pyrénées-Orientales que je traverserai sur cette journée, avec notamment le parc régional des Pyrénées catalanes. Je démarre la journée par le col de Paillers, qui vient rejoindre Aubisque et Soulor sur le podium. Je profite du lever du soleil sur la cime de ce col et salive déjà à la vue de la route sinueuse qui m'attend en contrebas, prête à m'évader au cœur de l'inconnu une nouvelle fois. Nouveau département, nouveau relief, nouveau décor. Les hautes montagnes sont derrière moi. Je traverse des gorges, je passe sous les roches, je serpente autour des falaises. Je suis loin des tumultes de la circulation. Je suis seule sur cette route et je me délecte de chaque seconde qui s'écoule, chaque point de vue. Je m'émerveille de tout ce que la diversité du paysage peut m'offrir. Les virages se suivent. Tout me semble fluide, naturel. Il n'y a rien qui pourrait venir perturber cette quiétude qui m'envahit depuis ce matin. Même la fatigue ne m'atteint pas. Après 340 km et un peu plus de 6 heures de roulage, la journée s'achève et je rejoins le logement réservé pour cette dernière nuit. Demain, il faudra rentrer. Nous sommes le 14 juillet, 5e jour et dernier jour. Tout comme les journées, les nuits se suivent mais ne se ressemblent pas. J'ai dormi en pointillé une nouvelle fois. Et pourtant, je me réveille en pleine forme. Je pars très tôt encore ce matin, car j'ai 750 km qui m'attendent, dont 350 sur route de montagne. Je compte bien profiter de tout ce que les Pyrénées peuvent m'offrir. Le retour se fera donc par le côté français cette fois-ci, avec la traversée de l'Aude, de l'Ariège et de la Haute-Garonne, et 10 traversées de col. Sur la route du retour, je tombe sur un point de vue dominant la côte méditerranéenne et je me laisse le temps d'assister au spectacle que m'offre le lever du soleil sur la mer Méditerranée. C'est à ce moment précis qu'un sentiment d'accomplissement m'envahit. Je reprends le guidon et continue à suivre la trace qui me mènera au premier col de la journée. Les cols se succéderont dans un enchaînement d'épingles. Je sais que chaque virage emprunté me rapproche de la fin. Et je sens mon cœur qui se serre. Et alors que je pense que la montagne m'a montré son plus beau visage, elle arrive encore à me surprendre au détour d'un lacet, en m'offrant un flanc recouvert de neiges éternelles. Je prends le temps une nouvelle fois d'admirer, contempler cette nature. Il me reste 2 cols. Plus que jamais la faim se fait sentir. Je fais une pause, la dernière. Un repas en haut du col de l'Accord que je savoure. Je prends tout de ce dernier instant. Malgré moi, je replie toutes mes affaires et je me dirige vers le col de Manté, qui sera le dernier de la liste et le point final de ce périple. Il est maintenant temps de laisser les Pyrénées dans mon rétroviseur et de continuer les 400 km restants pour voir le soleil se coucher sur les plaines de Charente-Maritime ce soir.